français. Merci Madame la députée. La parole est à Monsieur Frédéric Roy pour le groupe SRC pour 5 minutes. Madame la présidente, monsieur le ministre, messieurs les rapporteurs, ce projet de loi que nous réexaminons constitue une étape primordiale pour la démocratie locale. Il s'agit d'améliorer la représentativité des territoires à la fois locaux et la visibilité des élus qui exercent leur mandat. Les nombreux échanges nous ont permis d'améliorer le texte au plus proche des intérêts locaux. Ces échanges, à la fois au Sénat mais ici dans cet hémicycle, ont permis de faire évoluer, de faire avancer dans le travers de nos discussions l'ensemble des attentes des uns et des autres. Nous avions le spectre du conseiller territorial en 2010. Ce conseiller qui devait se substituer aux conseillers généraux et régionaux dès 2014 représentait un véritable recul démocratique. Ce nouvel élu avait suscité de vives critiques. C'était un cumul institutionnalisé entre le mandat de conseiller général et de conseiller régional. La parité allait reculer avec la mise en place du scrutin majoritaire pour cette future élection où les assemblées régionales allaient devenir pléthoriques. Un même mandat valait pour deux institutions aux compétences différentes. La fusion des départements et des régions était lancée sans être assumée. Bref, l'abrogation était nécessaire. Nous l'avons fait l'an dernier. Aujourd'hui, le texte que nous présentons permet de renforcer le lien essentiel entre les citoyens et leurs représentants par une démocratie de proximité renforcée. Ce projet de loi vise à moderniser les modes de scrutin des élections locales afin de les adapter à la réalité démocratique de nos territoires et démographique. Ce texte ne peut répondre seul aux exigences de l'organisation territoriale décentralisée. Il a le mérite de clarifier un certain nombre de points. En remplaçant le terme conseiller général par celui de conseiller départemental, il rend beaucoup plus lisible pour les citoyens l'action locale. Il y a notamment deux avancées qui m'apparaissent particulièrement fondamentales. La première, et non des moindres, elle vient d'être développée, concerne le renforcement de la présence des femmes dans les assemblées départementales. Je rappellerai simplement qu'actuellement, plus de 95% des présidents et 85% des vice-présidents des conseils généraux sont des hommes. Innovation en matière électorale, l'article 2 introduit le scrutin binominal paritaire pour les élections. Le texte prévoit ainsi l'élection de 2 conseillers départementaux par canton au scrutin majoritaire à 2 tours. Concrètement, les candidats à l'élection cantonale devront se présenter en binôme composé d'un homme et d'une femme. Sur le plan intercommunal, l'introduction du fléchage des futurs conseillers communautaires rend plus lisible le choix des électeurs et permettra également de renforcer la parité. L'article 20 permet à certains conseillers municipaux d'être délégués communautaires au-delà des premiers de liste. Les amendements proposés ont donné de la souplesse tout en donnant à cette attente de partage de la représentativité, à la fois au niveau communal, l'abaissement du seuil de l'élection à la proportionnelle est là aussi nécessaire pour renforcer la parité. Le second aspect fondamental à mes yeux concerne l'intégration des spécificités des territoires ruraux dans la représentation locale. Grâce au débat, je dois l'avouer au début peut-être un peu inquiet et au redécoupage des cantons, le risque d'une faible représentation de la ruralité a été écarté. Grâce aux avancées de certains amendements et à ce nouvel examen, je suis désormais pleinement confiant quant à la capacité d'intégrer nos territoires. Il était d'ailleurs nécessaire de les faire évoluer. Les bassins de vie ont changé, l'importance des intercommunalités a redessiné les territoires. Le canton reste un espace politique et territorial pertinent, mais il était nécessaire qu'il soit modernisé. Nous avons fait évoluer le texte pour prendre en considération ces réalités. Tout d'abord, prendre en compte les spécificités géographiques et la répartition des populations pour obtenir un conseiller départemental plus proche des citoyens. Les zones de revitalisation rurale ou les zones de montagne, si c'était les seuls critères du nombre d'habitants avaient été retenus, auraient été les cantons ruraux gigantesques avec une difficulté supplémentaire en termes de proximité. Je suis heureux que les territoires ruraux aient été pris en considération et que dans certains cas, on puisse adapter les règles. Élu de l'Hérault dans un territoire rural, vous le savez, Monsieur le Ministre, mon canton fait 1200 habitants dans un département où le plus gros canton fait 48 000 habitants. Quand on parle d'équité territoriale et de justice, je sais de quoi je parle et je peux dire qu'aujourd'hui, les intercommunalités ont fait évoluer ces territoires et que le territoire d'élection n'est pas nécessairement un territoire de projet. Il permet d'exercer des compétences et je crois que moi, depuis toujours, dans un canton de 1200 habitants, dans un département d'1 million d'habitants, j'ai travaillé avec mes collègues conseillers généraux voisins à former des projets de territoire. Et nous avons d'ailleurs, ce qui légitime l'action des départements, une politique essentielle en matière de contrat de territoire.
parce qu'aujourd'hui, on raisonne plutôt en termes de territoire qu'en termes de périmètre électoral. Et je crois que le travail qui est fait à la fois sur l'évolution des modes de scrutin, à la fois le fléchage des délégués communaux aux intercommunalités et à la fois le repositionnement des conseillers départementaux me paraît quelque chose d'essentiel. J'avais fait quelques calculs. Le conseiller territorial faisait un élu pour 30 000 habitants. Avec le conseiller départemental, nous aurons un élu pour environ 15 000 habitants. Et je crois que c'est la pertinence des projets et l'intelligence des territoires qui nous feront avancer.